Vous avez vu cette profusion de propositions, entre la diversité de propositions. L'idée, c'est de rentrer dans des sujets un peu plus concrets, bien que vous avez vu l'enseignement de Monseigneur Ravel ne soit pas abstrait, mais c'est de rentrer pour nous mettre en résonance avec nos vies réelles, nos vies concrètes, nos vies quotidiennes. La doctrine sociale de l'Église, si vous avez fait l'exercice d'Haché, vous avez vu que c'est cette descente, cette accroche à nos vies concrètes, nos vies professionnelles, nos vies familiales, nos vies d'activité. Et les ateliers visent à ça. Donc aujourd'hui, sur le thème que Arnaud de Malocène va vous développer, vous avez fait le bon choix, hein, il n'a qu'une journée, donc il fallait en profiter. Arnaud était dans les différents choix que nous avions, la piste un peu décalée, moderne, mais qui en fait l'est de moins en moins, il rentrera dans le vif du sujet lui-même, c'est de voir tout ce qui est en train de bouger et de façon considérable sur notre méthode de travail, nos méthodes de management, pas seulement en tant qu'employé dans un travail, mais aussi de la façon dont nous consommons, dont nous réagissons au monde qui change, surtout par rapport aux technologies. Alors, le numérique, mais c'est aussi d'autres technologies, c'est pas des biotechnologies, etc. On est, les sociologues, les économistes, Pierre-Yves Gomez lui-même vous en parlera dimanche matin. Il y a tout un chapitre sur ces nouvelles mutations du travail. On est sans doute à une charnière. Alors, ça peut être la charnière des années 30, la très grande mécanisation dans les années 1930. Certains disent c'est plutôt 1500, lorsque l'invention de l'imprimerie. D'autres, une autre ère anthropologique par rapport au changement de l'environnement, donc un anthropocène global de la planète qui inclut nos modes de vie ou de consommation et donc du coup d'interaction. Et là où l'Église et où la foi est sensible, c'est comment je reste dans mon humanité, dans la relation avec l'autre, donc dans cette symétrie avec l'autre, comment je comprends qui je suis, donc ça c'est la relation réflexive, et puis dans ma relation verticale, comment j'interagis avec mon créateur. Voilà, donc cette petite intro socio-économico-philosophique. Et Arnaud, donc voilà, je te laisse te présenter, ton âge, d'où tu viens, et tu feras ça mieux que moi. Très bien, merci à toi. beaucoup Yvon. Bonjour à tous, donc Arnaud de Malocène, j'ai 30 ans, bientôt papa de 2 enfants, dans un mois. Et du coup, Yvon m'a demandé de venir vous parler un peu de cette mutation dont on parle. Donc, je ne sais pas si vous avez vu comment on a été présenté tout à l'heure. Vous avez tous levé la main pour venir à cet atelier. Et la personne qui était au pupitre a dit on va les laisser ici, puisque les YZ, c'est un petit peu flemmard. Donc, on ne va pas trop bouger. Finalement, vous vous rendez compte que tout le monde est resté près du lieu du déjeuner et qu'on est ceux qui ont le plus bougé. Et donc, un petit peu, voilà, on rabat les stéréotypes. Ça va être un peu l'enjeu aujourd'hui, de rentrer un peu plus profondément dans ce sujet à travers un prisme génération Y. Mais on va voir que finalement, ce n'est pas tant un problème de génération ou une question de génération, mais une question de changement du monde. Du coup, pour me présenter brièvement, je travaille chez The Boson Project, qui est une jeune start-up qui a été créée il y a 4 ans et qui est une aventure entrepreneuriale assez militante. On est tous hyper engagés, on est une quinzaine, entre 25 et 30 ans. Et on veut replacer l'homme au cœur de l'entreprise. C'est un peu notre vision cible pour réengager l'homme au service d'un projet commun, qui se réapproprie ce projet commun dans l'entreprise au service de la performance de l'entreprise. Donc première vision cible, en faire un acteur. Et deuxième, se dire que dans les périodes de transformation, de mutation que vivent les entreprises, il faut remettre l'homme au cœur de ces process de transformation, puisque le seul levier durable de transformation pour une entreprise, c'est finalement son capital humain, c'est finalement ses collaborateurs. Et donc c'est ce qui nous anime au quotidien, où on accompagne des entreprises dans leur transformation pour essayer de travailler notamment et réengager les collaborateurs. Vous savez qu'aujourd'hui, sur les enquêtes Gallup, au niveau mondial, 87%, c'est un chiffre énorme, des collaborateurs se déclarent non engagés dans leur entreprise. Et ça devient finalement l'enjeu principal de tout ce que je vais vous décrire. Et donc on agit au quotidien avec un format un peu think tank, on fait beaucoup de prospectives, de contenu, d'enquêtes sur le futur de la profession de DRH, sur les développeurs, le management des développeurs, sur le rêve en entreprise, et qui nous permettent d'essayer de voir un peu à travers les rêves, notamment des jeunes générations, mais pas que, quelle entreprise se dessine pour demain. Et puis un deuxième volet plus concret, Do Tank, où on accompagne les entreprises
dans leur transformation en favorisant une prise de conscience de la tête des dirigeants des transformations et de la nécessité de réengager son capital humain. Et un deuxième volet qui est la responsabilisation des collaborateurs pour en faire des acteurs hyper engagés de ces transformations et finalement passer de l'indignation à la responsabilisation et à l'action. Donc on joue sur ce duo-là pour que la direction favorise, encadre et dise « Ok, ben vous pouvez y aller, je vais vous responsabiliser et nous aussi on va bouger », mais pour faire bouger l'entreprise. Donc voilà pour ce qu'on fait au quotidien. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette génération Y. On a parlé plutôt de mutation, puisque finalement le monde change. Il y a des nouveaux codes, on parle d'un nouveau monde. Et notre génération, on n'a pas finalement quelque chose de plus particulier qu'une autre génération, si ce n'est qu'en fait on est les premiers enfants de ce nouveau monde. Et c'est pour ça qu'on a un pouvoir assez particulier, c'est pour ça qu'on a une place particulière. Et en fait, on utilise, nous, cette génération comme poisson pilote pour tirer les fils et essayer de voir l'entreprise qui se dessine demain, essayer de voir à travers la manière dont elle se cogne la tête contre les murs de la société, de l'entreprise, qu'est-ce que ça dessine du monde de demain. Mais donc c'est vraiment en tant que poisson pilote, et c'est pas tant une question de génération, mais une question de changement du monde, comment on prend conscience que le monde est en train de changer. Et pour vous parler de cette mutation, je vais essayer de prendre 5 grandes ruptures que nous on identifie comme essentielles et qui marquent un peu la situation dans laquelle on est. Première rupture technologique avec le digital, où finalement on rentre dans un monde qui est interconnecté, qui est horizontal. Vous le voyez, on est connecté en permanence avec tout le monde. Les flux augmentent de manière assez massive et ça bouleverse toutes les hiérarchies. Et on a une vraie accélération du temps. Et c'est peut-être ça la chose à retenir, l'accélération du temps, qui est assez massive. Pour vous donner un exemple, on a aujourd'hui un manager qui traite plus d'informations en une journée que n'en traitait un manager en un mois en 1900. Et c'est encore en train d'augmenter. Sur l'accélération du temps aussi, hier vous pouviez avoir un diplôme qui vous garantissait, ou en tout cas des compétences sur toute votre vie. Aujourd'hui, un diplôme sera peut-être valable 5 ans demain. Et il y a une obsolescence des compétences et une accélération du temps assez majeure. Première, donc rupture technologique. Ensuite, une rupture économique, où on est en train de s'éloigner des modèles un peu tayloriens, fordiens, qui étaient basés notamment sur les économies d'échelle, sur la standardisation, et on se tourne vers une économie portée par le digital qui est sur l'ultra-personnalisation et l'innovation permanente. Et finalement, la valeur se déplace. Hier, la valeur était sur le matériel et sur le prix d'un bien. Aujourd'hui, la valeur, elle réside dans l'usage. Et donc on change complètement de paradigme pour une entreprise. Pour vous prendre un exemple, c'est là où des constructeurs automobiles conçoivent leurs voitures avec un moteur, des roues, une carrosserie, etc. Aujourd'hui, vous avez Tesla aux États-Unis qui débarque et en fait, sa chaîne de valeur est complètement différente. Tout réside dans l'usage et finalement, il conçoit ses voitures comme des smartphones. La valeur ne réside pas dans la voiture elle-même, elle réside dans les usages que vous allez avoir, avec les applications que vous allez avoir en termes de GPS, etc. Les datas que ça va permettre de collecter, que vous allez pouvoir revendre, etc. Mais la valeur se transfère complètement. Donc rupture technologique, rupture économique et enfin rupture anthropologique. Michel Serres parle de 3e révolution anthropologique majeure de l'humanité, après l'écriture, après l'imprimerie, où on a finalement un homo numericus qui débarque avec un pouvoir absolument hallucinant. Il a la connaissance à portée de clic, il peut aller n'importe où en un clic et il a surtout sa mémoire à disposition. On nous décrit souvent, nous, jeunes générations, avec notre smartphone. Mais c'est finalement exactement ça, c'est-à-dire que si je prends l'exemple de notre bureau, on n'a aucun dossier papier. En fait, on a tout dans nos tablettes. Moi, je viens ici et en fait, si j'ai besoin de chercher quelque chose, de rechercher quelque chose dans un dossier, de rechercher une information, quelle qu'elle soit, j'ai ma mémoire en poche et du coup, je gagne du temps et de la liberté de cerveau pour me concentrer sur d'autres sujets. Mais donc, un individu qui finalement a un pouvoir et qui est plus puissant que jamais. Donc, on a une économie qui change, on a un nouvel individu. Et du coup, forcément, on a des nouvelles organisations. Et c'est la 4e rupture, une rupture organisationnelle, où la révolution digitale permet une connexion en permanence de tous partout, une hausse des flux en termes de quantité et de densité, et du coup une complexité du monde qui n'est plus à prouver. Et donc ça nécessite pour les organisations de se transformer pour comprendre cette complexité, et finalement de sortir des schémas qui sont ultra pyramidaux et top-down, pour réaplatir les hiérarchies et finalement aller chercher la valeur là où elle est, permettre à chacun d'exprimer son plein potentiel au niveau individuel et au niveau local, parce que finalement c'est plus seulement un patron tout seul qui peut répondre à la complexité du monde, c'est bien toute une entreprise qui doit se mobiliser pour permettre de répondre à cette complexité.
Et enfin, une rupture philosophique. On passe d'une époque où il y avait une quête du progrès qui guidait un peu tous les projets. Finalement, le futur était forcément mieux qu'avant, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Le futur n'est pas forcément mieux qu'avant, en tout cas pour nos générations. On a une faillite des grands modèles, je vais y venir. Mais du coup, on bascule d'un monde du matériel à un monde de l'immatériel, et du coup avec un besoin de sens extrêmement profond. Où on bascule du réussir dans la vie à réussir sa vie. Mais du coup, un besoin de se recentrer sur des fondamentaux, et c'est la dernière rupture philosophique. Le futur ne sera pas forcément certain, du coup on se recentre sur l'essentiel, sur le quotidien et sur ce qui fait nos fondamentaux. Donc voilà un peu pour ces grandes ruptures qui décrivent un peu le monde dans lequel vit ce Y et vit cette génération Z. Et à travers leurs yeux, on va essayer d'aller un peu plus loin. C'est pas tant une question de génération, vous le voyez, c'est une question de moment. On l'a pas choisi, on se retrouve à l'interaction de toutes ces révolutions-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on est spécial finalement? C'est qu'on est la première génération mondiale. On parle de génération Mi en Angleterre, de Fifi Generation en Allemagne, de Yutori Generation au Japon. Et là où hier une génération était liée à une culture, c'est-à-dire qu'un baby-boomer de 50 ans français n'avait rien à voir avec un quinquagénaire du même âge aux États-Unis, aujourd'hui on a plus de similitudes entre un Y chinois et un Y français dans ses aspirations, même s'il y a des spécificités culturelles, qu'entre cet Américain et ce Français. Donc on est première génération mondiale. On est la première génération à avoir grandi avec le digital. Naviguer du virtuel au réel, c'est absolument pas un problème et c'est même naturel. Pour certains, on dit qu'ils ont des outils digitaux greffés au bout des mains. C'est Michel Serres qui appelle ces générations-là les petites poussettes, avec les pouces qui pianotent en permanence sur le smartphone. Et on est connecté à Internet, ce qui nous permet d'avoir la connaissance à portée de clic, ce qui vient bouleverser en fait les hiérarchies, notamment dans l'entreprise vis-à-vis du manager. Parce qu'on est finalement peut-être la première génération, et ça va s'empirer ensuite, qui est à même d'apprendre de son manager que d'apprendre à son manager. Et du coup, le lien de subordination disparaît et on bascule dans de la collaboration, je vais y venir, mais ça bouscule un peu les schémas établis. Donc première génération mondiale, première génération ayant grandi avec le digital, et première génération qu'on appelle les enfants de la crise. Je vous l'ai dit, finalement, le futur aujourd'hui ne sera pas forcément meilleur qu'hier. L'incertain est la règle et on assiste un peu à la faillite des grands modèles, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient écologiques. Et on a un peu la sensation que finalement, on va être, comme disent certains philosophes, des héritiers sans héritage. Mais que finalement, tout est à construire. Et du coup, c'est l'idée que rien n'est acquis et qu'on intègre la précarité. Les générations suivantes en feront une opportunité, mais c'est un état de fait pour nous. Et donc face à ce futur incertain, on profite de l'instant présent. Et donc on se reconcentre sur l'essentiel et sur le jour J. Et c'est ce qui perturbe beaucoup en entreprise, parce qu'on a des jeunes générations qui du coup dealent leur engagement au quotidien. Et du coup voilà pour ce nouveau rapport à l'entreprise. Et en fait le fait qu'il y ait de l'incertitude fait qu'en fait on quitte le rapport un peu sacrificiel à l'entreprise qu'avaient les générations précédentes. Je donne ma vie pour une boîte, je passe ma vie dans la boîte, je fais ce qu'on me dit, je grimperai les échelons, je caricature évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas c'est un peu la tendance qu'il y avait, et aujourd'hui en fait on sait que le jeu n'en vaut plus la chandelle. On a tous des exemples dans nos entourages, d'oncles, de cousins, de familles qui se sont fait dégager 2 ans avant la retraite, sans un merci, sans rien, des burn-out, etc. Et en fait on sait que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Et aujourd'hui c'est du win-win. Et donc en fait je ne vais pas attendre 10 ans que tu me montres que tu vas m'apporter quelque chose, c'est tout de suite. Et enfin, dernière spécificité de notre génération, toutes les générations se sont construites en opposition à la précédente. Et pour la première fois, ça change. On a la génération Y et on a la génération Z. Les patrons étaient contents en se disant ça va être en opposition, donc en fait les Y on s'en fout, pas besoin de les intégrer, pas besoin de changer nos modèles. Mais manque de bol, les Z c'est une amplification, plus digitaux, plus mondialisés, plus connectés et surtout beaucoup plus indépendants. On avait fait une grande enquête sur la génération Z avec BNP Paribas auprès de 3000 jeunes de 15 à 20 ans. Et où en gros le mot qui ressort c'est entrepreneur. Pour 47% d'entre eux, ils veulent être entrepreneurs, monter leur boîte. Et pour une grande partie d'entre eux aussi, être entrepreneurs de leur parcours de carrière, de leur formation. On sait très bien qu'il n'y aura jamais 47% d'entrepreneurs sur cette génération. Par contre, ce que ça dit, c'est qu'en fait, ils n'attendent plus que la structure vienne leur proposer quelque chose, ils vont aller chercher partout, ils vont construire leur propre carrière, ils vont être entrepreneurs de leur vie. Et ça veut dire que l'entreprise doit s'adapter à ça aussi, au risque de les perdre.
Donc voilà un peu pour le panorama de cette génération-là qui dessine un nouveau rapport à l'entreprise, un nouveau rapport au management et un nouveau rapport au leadership. Et du coup, je vais rentrer un peu plus dans le détail et aller voir un peu en quoi ça bouscule concrètement l'entreprise. Vous allez voir que contre-intuitivement, finalement, les aspirations de ces jeunes générations, c'est un peu back to basics. Et donc, c'est pas réinventer la poudre, mais c'est finalement revenir à des choses qui sont assez essentielles et qui vous étonneront pas. On décrit cette génération comme une génération de zappeurs, de slasheurs, qui a besoin d'expérience en permanence, de changer tous les jours, de retrouver cette instantanéité qu'elle peut avoir sur des applis. Voilà, on connaît tous Snapchat, etc. Mais c'est finalement le règne de l'instantané. Ils veulent retrouver cette rapidité, cette fluidité, cette adaptabilité dans l'entreprise, et donc se cognent la tête contre les murs. Il y a un autre fait qu'on appelle cette génération zapper, c'est l'obsolescence des compétences. Et ça, c'est quelque chose de très important à noter, ça va s'amplifier dans les années qui viennent, c'est que mon diplôme n'est absolument plus une garantie que je vais avoir des compétences toute ma vie qui répondront aux besoins de l'entreprise. Je vais devoir m'adapter en permanence. Les 50% des métiers qui existeront dans les 10 prochaines années n'existent pas aujourd'hui. Donc en fait, il y a une incertitude massive qui fait qu'on a une génération qu'on appelle zapper, mais qui en fait a besoin de multiplier les expériences, parce qu'en fait c'est ça qui fait que je suis bankable et c'est ça qui fait que je vais pouvoir grandir et avoir ma liberté de construire mon propre parcours. Donc apprendre tout de suite, et c'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, les chiffres, c'est que sur la première 40% des jeunes qui rentrent sur leur premier CDI en entreprise le rompent 18 mois après. Donc il y a un vrai enjeu pour l'entreprise d'intégrer ce besoin d'instantanéité, de rapidité dans les parcours d'intégration, dans les parcours de carrière qu'elle va pouvoir proposer, dans la diversité des parcours qu'elle va pouvoir proposer. Et en même temps, l'entreprise a une responsabilité, c'est qu'on est des générations qui ont besoin d'être stabilisées aussi. C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir 15 milliards d'expérience, c'est très bien de vouloir en fait apprendre extrêmement vite parce qu'on en a besoin. Et l'entreprise et les managers doivent nous aider aussi à poser les choses pour construire un peu plus durablement. Et donc voilà sur ce premier point, cette nécessité de l'instant, mais qui vient bousculer l'entreprise. Deuxième point, on nous appelle génération de kiffeurs, avec une vraie porosité entre le pro et le perso. Et ça perturbe beaucoup les managers, c'est qu'en fait aujourd'hui je viens dans mon entreprise et je dois autant m'épanouir qu'au niveau personnel. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais il n'y a plus de frontières. Je suis là pour m'épanouir dans toutes les facettes de ma vie. Et du coup c'est vraiment la fin de la relation sacrificielle, ce que je vous disais tout à l'heure, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Donc en fait, je viens aujourd'hui pour m'épanouir et donc j'ai besoin d'apprendre et donc j'ai besoin d'être embarqué et donc j'ai besoin qu'on me fasse grandir. Et c'est ça qui fera que je m'engage aussi. Et c'est ce qui donne énormément d'importance à tout ce qu'on appelle cohésion, bonne ambiance au boulot. Michel et Augustin, les CV où vous arrivez, vous vous faites livrer dans un colis. Mais tous ces signes extérieurs qui montrent qu'en fait vous avez une bonne ambiance dans la boîte et qui fait qu'en fait les jeunes vont venir parce qu'en fait ils savent qu'ils vont pouvoir s'épanouir tant d'un point de vue métier que d'un point de vue personnel humain. Et c'est pour ça que les classements Great Place to Work prennent en fait énormément d'importance aujourd'hui pour les boîtes, parce que si vous n'êtes pas très bien classé, finalement vous allez avoir un problème pour attirer les jeunes générations dans votre entreprise. Ensuite, on nous décrit comme une génération de dealers. On vient dealer notre engagement dans l'entreprise. Là où on est assez pragmatique et on rentre dans une relation. Relation win-win. Finalement, je te donne si tu me donnes. Mais en fait, ça marche que comme ça. Et c'est la fin de la relation sacrificielle dont je parlais tout à l'heure. Mais en fait, mon manager qui me dit, écoute, sois patient 4 ans et puis ensuite tu verras, tu pourras grimper ou ensuite je te donnerai droit à telle formation. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. C'est tu me montres ce que tu peux me donner et puis ensuite moi je donne. Mais donc une relation de win-win où on deal l'engagement au quotidien, tout simplement parce qu'en fait, on n'a rien à perdre. C'est la précarité intégrée dont je vous parlais tout à l'heure, mais c'est pas parce que j'ai un CDI qu'en fait demain je suis pas au chômage pendant 2 ans. Donc en fait, moi j'ai besoin d'avoir ces expériences, d'apprendre en permanence parce que c'est ça qui fait que j'ai la liberté de pouvoir choisir mon parcours. Si j'attends, en fait, demain je suis viré, qu'est-ce que je valorise? Mon diplôme, il n'a vraiment plus la même valeur. Donc j'ai besoin finalement d'apprendre en permanence et de dealer mon engagement en permanence. Et donc pour l'entreprise, ça nécessite d'avoir des règles du jeu qui sont extrêmement transparentes dans les promesses qu'elle va faire aux jeunes à l'entrée dans l'entreprise et dans la manière dont elle va respecter ses promesses une fois que le jeune est rentré. Donc il y a une vraie symétrie dans ces promesses-là et on bascule d'un rapport de subordination à un rapport de collaboration.
Ensuite, on a une génération qui est hyper connectée, et ça perturbe beaucoup les organisations, puisqu'en fait, on a des jeunes qui débarquent et qui ont fait déjà leur propre réseau dans la boîte, et qui ne sont pas du tout les réseaux habituels. Donc en fait, les managers ne comprennent pas, parce qu'on ne va plus chercher l'information au-dessus, auprès du manager, on est déjà allé la chercher à côté. Donc en fait, on se prend la remarque du « attends, en fait, tu passes par le N+1, qui va aller voir le N+1 du machin, du truc, du bidule, pour aller voir le mec qui en fait est dans le bureau d'en face. » Non, en fait, je suis déjà allé le voir, parce qu'on est dans la même communauté réseau interne d'entreprise où on a envie de réfléchir à tel projet. Et donc en fait, on se connaît, et en fait, on ne va pas prendre 3 ans pour aller faire un process, on va aller se voir directement et on va régler le problème tout de suite. Et du coup, ça perturbe pas mal, notamment les managers, qui en France notamment, leur légitimité repose de plus en plus. Et c'est un écueil qui tend à se résorber, mais ça repose sur le statut. Donc en fait, mon positionnement dans la hiérarchie. Donc en fait, si tu passes par moi, c'est ma légitimité. Mais si demain, tu passes directement sur le bureau d'en face et que tu passes plus par moi, en fait, je sers à quoi? Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis la notion de multi-appartenance. On n'a aucun problème à appartenir à 15 communautés dans la boîte. Et on sera dans 15 réseaux différents et on sera engagé dans les 15 réseaux. Et là, pareil, ça perturbe, alors qu'on était plutôt siloté à l'échelle d'une direction, d'un métier, d'une équipe. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont en capacité de créer leur réseau dans toute l'entreprise et en plus de s'en servir. Enfin, la recherche de sens. La génération Y, qui finalement de pourquoi. Sur les enquêtes, les derniers chiffres au niveau mondial, 80% des jeunes ont besoin de sens pour s'engager. Alors c'est pas exclusif aux jeunes, parce que je pense que tout le monde recherche du sens dans son boulot. La différence, c'est que ça va être quelque chose d'assez manichéen, mais en fait, si on n'a pas ce sens, on s'en va. Ou on se désengage. Et du coup, on veut avoir de l'impact. On a besoin d'avoir du sens pour soi. Comment l'entreprise m'enrichit, qu'est-ce qu'elle m'apporte, comment elle me permet de grandir. On a besoin d'avoir le sens de l'entreprise. Est-ce que je me reconnais dans sa mission? Est-ce que je me reconnais dans ses valeurs? Et ça reprend une importance essentielle aujourd'hui et beaucoup de boîtes passent à côté de ça. Et enfin, le sens de l'entreprise dans la société. En fait, est-ce qu'elle est alignée entre sa mission et ses valeurs? Est-ce que c'est l'exemple d'AXA qui fait une communication pour dire j'arrête de financer indirectement la cigarette? Parce que finalement, je suis un assureur et je suis là pour accompagner et prévenir un certain nombre de choses tout au long de la vie de mes clients. Et donc, en fait, il faut que je sois aligné sur ce que je suis et sur ce que je propose. Et avoir une vraie symétrie des attentions. Ce que je propose aux clients, je dois être en capacité de le proposer à mes collaborateurs. Et c'est ça qui fait le sens, c'est cet alignement entre la mission de l'entreprise, ses valeurs, ce qu'elle propose à ses clients et ce qu'elle propose en symétrie à ses collaborateurs. Et donc, il y a un énorme travail sur l'alignement qui doit être réalisé dans beaucoup de boîtes pour aligner la mission de l'entreprise, la vision stratégique et les modèles de leadership, de management, RH, etc. qui doivent être parfaitement alignés avec des managers et des équipes de dirigeants qui les incarnent et la notion d'exemplarité qu'on connaît tous, mais finalement c'est quand même le premier signal qu'on attend. Et enfin, reconnaissance et confiance, c'est le gros dada des jeunes générations. Beaucoup de managers et RH disent c'est gentil la reconnaissance, moi je dis bonjour, merci, c'était super, donc en fait voilà, ça suffit, et puis en fait ils sont payés donc ils font. Mais finalement c'est un peu plus profond que ça, c'est l'idée de dire on n'est pas des numéros, c'est en fait je suis singulier, en fait je suis moi. Et dans des boîtes où on a des fiches de poste, où ton talent n'est reconnu en fait que parce que tu as un diplôme, parce qu'en fait tu coches la case de telle expérience dans telle boîte, telle expérience dans telle boîte, finalement on oublie un peu le talent de chacun. Et c'est un peu un retour aux fondamentaux, où on veut redécouvrir le talent de chacun, on veut être accompagné chacun en fonction de ses aspirations, et donc on a besoin de feedback régulier parce qu'on veut grandir, on a besoin de formations qui sont ultra personnalisées et pas des espèces de trucs bateaux en fait parce qu'on est spéciaux, parce qu'on est unique, mais c'est pas propre à notre génération, c'est pour chacun de nous. Et enfin, on attend de la confiance et de la responsabilisation que la tête lâche prise en fait, et qu'elle accepte de faire confiance, qu'on arrête le reporting permanent, qu'on fasse confiance aux jeunes, mais pas exclusivement les jeunes, mais qu'on retrouve vraiment cette confiance. Parce que le monde est complexe et que finalement, on ne peut pas le comprendre tout seul. Et donc il faut faire confiance au talent de chacun pour pouvoir comprendre ce monde et réagir rapidement. Et la responsabilisation, c'est finalement donner au management le moyen de responsabiliser. Donner à Cola, que ce soit sur la fiche d'évaluation, sur ses objectifs, mais qu'en fait le management puisse responsabiliser les hommes et ait le temps de le faire aussi, d'accompagner les collaborateurs. Là où il passe 100% de son temps sur le métier, sur la prod, sur l'administratif, il doit retrouver un temps où il est en capacité de responsabiliser ses collaborateurs et les accompagner pour les faire grandir dans cette prise de responsabilité.
Donc voilà un peu pour ces points que je voulais partager avec vous, qui tracent un peu finalement l'entreprise de demain. Et si je retiens une chose, c'est qu'il faut regarder tout ça avec une certaine humilité. C'est que ça peut paraître assez manichéen ce que je vous présente. La transformation, ça prend du temps. Bouger les hommes, ça prend du temps. Mais finalement, comprendre qu'il ne faut pas changer les organisations parce qu'il y a des jeunes générations qui débarquent. Il faut changer les organisations parce que le monde change. Et derrière, il y a 2 clés essentielles dans l'entreprise pour participer et être acteur de changement du monde. C'est pas tant les collaborateurs, même si c'est essentiel, mais ces 2 leviers, c'est la direction, qui doit énormément travailler sur la vision et sur l'exemplarité, mais finalement, on retrouve les vertus profondes du leadership. C'est pas parce que vous êtes patron, en fait, qu'on vous respecte, mais derrière, comment est-ce que vous allez engager vos oreilles, comment est-ce que vous allez porter une vision que vous allez incarner et qui va les engager, où les gars vont vous suivre, pas juste parce qu'en fait, il y a une feuille de paye et qu'ils y sont obligés. Maintenant, on a besoin de retrouver cet engagement. Donc le rôle du dirigeant et le rôle du management, où finalement, à l'heure du digital, où on parle réseau, écran, etc., en permanence, on a finalement un retour de l'humain assez profond. Parce que pour repérer les talents, pour pouvoir les accompagner, etc., ce n'est pas des algorithmes qui vont le permettre. C'est le maillage du management à l'échelle de l'entreprise qui doit être en capacité de repérer le talent où il est, à la plus petite échelle de la boîte. C'est finalement retrouver un peu une subsidiarité où la pyramide se renverse et au service du terrain. Donc voilà un peu sur ce que je voulais partager avec vous brièvement. Et ce que je vous propose maintenant, c'est si vous avez peut-être des questions, mais en tout cas continuer à réfléchir ensemble. C'est vraiment voilà, un regard que je vous présente. Et puis voilà, continuer à travailler tout ça.